L'année 2014 fut une grande année cinéma, pas forcément dans sa qualité, mais surtout dans sa quantité, ça oui. Il y a eu énormément de films, surtout pour moi qui suivais énormément de blockbusters, de films super-héroïques. Alors là, il y a eu des très bonnes surprises cette année-là. Mais évidemment, c'est quand même une année accompagnée de ses flops, de ses films décevants, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce deuxième épisode de ce format des rétrospectives. On va classer ces films, entre guillemets, c'est un classement, avec évidemment un top 1 avec les flops, donc c'est des films qui sont tout simplement mauvais, enfin pour moi, mais aussi des films que j'attendais énormément et qui m'ont vraiment déçu. Ensuite on a un peu les films cool, les films que les recommandations. Ensuite on a les tops, les films qui m'ont le plus marqué. L'année 2014, comme je l'ai dit, beaucoup de films. Une année où Disney a commencé à revenir avec ses live action, avec Maléfique, porté par une superbe Angelina Jolie. On a eu aussi des suites comme La Planète des Singes, L'Affrontement, donc j'avais beaucoup aimé, et j'aime beaucoup même cette trilogie Planète des Singes, mais c'est des films que j'ai vus que bien plus tard, donc je les place pas vraiment dans cette rétrospective. On a eu le retour de Godzilla, un super film de Gareth Edwards, franchement très très bon, début du Monsterverse, trêve de bavardage et commençons tout de suite avec les flops. Lucie, un film de Luc Besson, donc Luc Besson, voilà. On connaît maintenant sa carrière morte, presque aujourd'hui. Et ce film, alors moi franchement je l'aime pas du tout, alors même s'il y en a qui peuvent très bien aimer. Moi déjà j'ai beaucoup de mal avec le mélange cinéma américain, cinéma français. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais voilà, quand on sent en fait qu'il y a des acteurs français et un style à la française, mélangé avec des gros acteurs américains comme la Scarlett Johansson, Morgan Freeman, enfin je sais pas, moi c'est un mélange qui me dérange, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des films de Luc Besson où ça se voit pas, par exemple le 5e élément qui est pour moi presque un film américain. Et celui-ci par contre là ça se voit, et j'ai vraiment du mal avec ça, déjà à la base, que ce soit dans les caméras, dans la manière de filmer, dans les dialogues. Scarlett, elle par contre je peux pas la critiquer, je l'aime trop pour ça, mais c'est pas du tout son meilleur rôle. Et je trouve, voilà, ce qui définit bien ce film, c'est bon speech, mais mauvaise exécution. Vraiment, c'est une bonne histoire, juste qui est assez mal faite. Enfin, c'est un bon concept qui est mal fait. Gros flop 2014 pour ma part. Le Hobbit 3, donc la conclusion de cette trilogie, donc une conclusion qui m'a vraiment déçu. Si vous avez pu voir ma rétrospective 2013, mon top 1 était le Hobbit 2. Donc là, sur celui-ci, vraiment déçu. Encore le début de ce film avec la fin du combat contre Smaug, ça passe. Mais je trouve ensuite c'est trop tiré. De toute façon, on l'a toujours dit, cette trilogie aurait mieux dû être une duologie. Franchement, voilà, déception totale. La fin est bâclée. Peter Jackson nous avait habitués à des meilleurs effets spéciaux. Voilà, dans celui-là, ça fait vraiment un trop d'effets numériques. Et je trouve que cet épisode gâche un peu cette trilogie. Divergente, quelques mots dessus, parce que je sais que ça a marqué beaucoup de personnes de ma génération. Alors moi, j'aime beaucoup les sagas pour ados. On va pouvoir le voir même un peu plus loin dans cette vidéo. Mais par contre, Divergente, j'ai jamais accroché. J'ai vu que le premier, donc celui-ci. Et franchement, j'arrive pas. Après, ouais, je voulais quand même le citer. Et pour moi, c'était un flop parce que j'avais pas du tout aimé à l'époque. Pourtant, l'univers était bien, mais je sais pas, ça passait pas. Et la palme du pire film de l'année 2014, pour moi, c'est Transformers, l'âge de l'extinction. Ah donc, franchement, c'est un peu de mal à le dire, hein, parce que moi, c'était vraiment un tournant, en fait, de la saga Transformers. On le sait, c'est là où ils ont commencé un peu à changer les acteurs principaux, etc. Mais franchement, c'est quand même là. Alors, je dis pas que c'est le début de la fin, parce que pour moi, déjà, le 3 était moins bon que les deux premiers. Mais sur celui-là, ils ont voulu changer, et ça n'a pas du tout marché. Et après, par la suite, ça va que s'enfoncer de plus en plus. Alors oui, on peut noter que bien plus tard, il y aura Bumblebee qui m'a un peu fait me réconcilier avec cette saga. Mais sur ce film-là, franchement, je m'étais pas encore endormi, on en reparlera dans un futur épisode. Devant ce film, je suis pas endormi, mais franchement, c'était très très dur, très très long. Pourtant, il y avait un Mark Wahlberg que moi, perso, j'adore. Et même s'il y a des scènes que j'aime beaucoup, par exemple le combat Optimus contre le T-Rex, trop stylé, franchement, c'est ça qu'on veut de ce genre de film, c'est ça qu'on attend. Mais voilà, le film, c'est un trop d'action, trop du n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment du Michael Bay, mais poussé à l'extrême. Déjà dans le 3, je trouvais que c'était abusé, mais là c'est encore pire. Et ce sera encore bien plus pire plus tard, donc on n'a pas encore touché le fond de la saga, mais c'est le pire film de 2014 pour moi. C'est bon, c'est un peu débarrassé des flops, donc là pareil, on va évoquer plein de films, donc je vais essayer d'être assez rapide, parce que c'est pas des critiques approfondies. Il y a de toute façon beaucoup de films que j'évoque ici, que je réévoquerai dans de futures vidéos un jour ou l'autre, hein, c'est sûr. On a d'abord Dragon 2, donc moi c'est un film que j'aime beaucoup, c'est même une trilogie que j'aime beaucoup, je suis content en fait, c'est même logique. Je trouve que les premiers films en live action de DreamWorks seront avec cette saga, seront avec cette trilogie, une réadaptation, enfin une adaptation en live action, et moi je trouve ça trop cool, parce que je trouve que c'est un univers riche, même cette trilogie, au fur et à mesure elle a évolué, ses thématiques ont évolué, et elle a grandi avec les gens qui l'ont suivi, donc ouais, franchement un film très cool. John Wick 1, le premier du nom, alors moi faut savoir que j'aime pas trop John Wick, pourtant elle a tout pour plaire cette saga, de l'action, des gunfights, des combats à main nue, des combats rapprochés avec des armes aussi, enfin
bref, tout pour me plaire, mais j'ai quand même vraiment du mal avec cette saga. Bon, j'ai pas passé un mauvais moment dans ce film, c'est pour ça qu'il est quand même dans mes films cool, et surtout parce que je trouve que c'est vrai, il faut l'avouer, il a marqué le cinéma d'action. Voilà, il y a plein de choses maintenant qu'on retrouve dans des films actuels qui ont commencé avec John Wick, je parle vraiment du cinéma d'action, donc en fait, faut quand même le noter, et pour un film où on n'attendait rien, ça a été un très bon succès et c'est cool que maintenant ça soit une belle licence qui a su se développer. Un peu de comédie dans tout ça avec 22 Jump Street, donc la suite de 21 Jump Street. Moi c'est une biologie que j'aime bien avec Channing Tatum, moi c'est dans ses rôles comique, je l'adore. En fait, j'aime bien son humour, je sais pas comment vraiment le caractériser, mais voilà, c'est un humour américain, mais dans un certain genre. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Faudrait que je les revoie, le 21 et 22, mais c'est des films, en tout cas, j'avais passé des super moments et j'avais vraiment rigolé devant à l'époque. On retourne un peu avec des films d'animation, avec la grande aventure Lego. Lego arrive au cinéma, film que je me devais de citer tout simplement parce qu'il y a beaucoup de licences, de jouets qui ont essayé de se mettre sur le grand écran, d'aller au cinéma, on va aussi en citer une autre après. Et souvent, ça n'a pas trouvé son public, ça n'a pas marché, ou alors ça n'a touché que, par exemple, les enfants. Mais par contre, ce film-là, il avait mis d'accord un peu tout le monde, que ce soit adulte, enfant, il y avait vraiment pas une double lecture, mais des blagues un peu plus pour adultes, etc. Franchement, Lego a réussi son entrée. Bon, maintenant, ils ont un peu disparu. Mais voilà, par exemple, quand ils ont sorti aussi la suite, et puis Lego Batman en film au ciné, c'est des films qui sont très bien. Vraiment, Lego avait réussi quand même son entrée au cinéma avec ce film, et c'était très très cool, j'en garde un très bon souvenir. Les nouveaux héros, enfin du Marvel quand même. Dans cette rétrospective, on aura toujours du Marvel, c'est évident, vu que, en vrai, on les a eu tous les ans, et moi, c'est des films quand même que je suis depuis tout petit. Et là, c'est le premier film d'animation Marvel, enfin même le seul qui est sorti au cinéma, oui, le seul qui est sorti au cinéma. Facile à regarder, je trouve, pour les enfants, pour les parents, et c'est vraiment dommage. Alors, je sais qu'ils ont refait il y a pas si longtemps, je crois, il y a un an, une mini-série sur Baymax, mais je suis un peu déçu qu'on les ait pas revus, ces personnages. Mais bon, live action, ça aurait été stylé de les retranscrire en live action. Et film avec des persos cool, et qui a apporté un vrai vent de fraîcheur, je trouve, à ce moment-là, à Marvel, qui avait tenté de se mettre dans l'animation. Je me rappelle plus trop s'il avait vraiment marché au box-office, et enfin, pourquoi ils ont pas fait de suite, etc. Pour moi, ça reste quand même une petite déception qu'il n'y a pas eu de suite à ça. Mais on peut toujours croiser les doigts pour bien plus tard. Ah là on commence à arriver à des films, bon, au-delà des recommandations, qui ont un certain affect avec moi, avec mon adolescence. Et quand je dis ça, c'est pas forcément dans leur qualité, mais vraiment, voilà, des films avec lesquels j'ai un peu grandi, et qui m'ont marqué, parce que en 2014, je kiffais ça. Et là maintenant, ça va être Ninja Turtle, le film. Donc moi déjà, faut savoir que les Tortues Ninja, quand j'étais petit, c'était ma vie. Les mangas, Chevalier du Zodiac, Dragon Ball Z, il y avait les Tortues Ninja. Donc voilà, c'est vraiment mes dessins animés avec lesquels j'ai grandi, au-delà des mangas, c'est celui-ci. Megan Fox dedans, donc en plus, waouh, à son prime. Et je kiffe ce que dégage ce film, le sentiment un peu de cool attitude. De toute façon, c'est ça les Tortues Ninja, c'est un peu stupide, mais franchement, dans ce film-là, il y a un bon équilibre. Il est pas long, il est facile à regarder. Ouais, c'est un peu... Je pense qu'aujourd'hui, on le revoit, on peut trouver ça nul, mais j'en garde un très bon souvenir, et je préfère garder ce souvenir. Et ce côté réaliste qu'ils ont donné aux tortues, je trouve que ça donne une identité, entre guillemets, au film. On peut parler après, bien sûr, des acteurs, des personnages qui ne jouent pas forcément très bien, mais les tortues sont réussies. Et c'est pas ça le plus important dans un film Tortue Ninja? Je pense que si. Un petit mot pour nous, français, donc Babysitting, un film mon fifi, franchement mon fifi. Philippe Lachaud, donc, qui arrive au cinéma, maintenant, la bande à Fifi, c'est un peu le dernier, je pense, vraiment au cinéma. Ils font des comédies qui marchent beaucoup au cinéma, qui sont souvent saluées par la critique, critiquées négativement, mais bon, c'est pas en tout cas mon avis, moi je les adore. Et celui-ci, franchement, quelle rigolade, c'était trop fort. Et Babysitting reste leur premier succès, et oui, encore aujourd'hui, on sent leur amélioration, mais ce film-là reste la base de leur humour, la base de leur début de carrière, on va dire, et ça régale. Hop, on va réenchaîner avec 2-3 films rapidement, donc Edge of Tomorrow, ça c'est une surprise, un peu la petite surprise de l'année. Tom Cruise, bien sûr, en acteur principal. Quand il y a une surprise, et quand il y a Tom Cruise, en vrai, il y a forcément une surprise qui va avec. Concept hyper cool, film qui fait à 100% jeu vidéo. Et souvent, c'est un concept qui marche pas forcément au cinéma, mais là, ça marche plutôt bien. Il avait bien marché, critique, box-office, ce film. Et voilà, je le répète, mais c'est un Tom Cruise là qui se prend pas forcément au sérieux. Il y a quand même beaucoup d'humour dans ce film, même s'il y a un ton de guerre, entre guillemets. Et il forme un duo hyper stylé avec Emily Blunt, qui est aussi sublime, qui est aussi trop forte dans le film. Des aliens, des batailles, un film qui fait véritablement niveau de jeu vidéo. Et là où ça pourrait devenir redondant, je trouve que ça l'est pas du tout dans ce film. Pourtant, on revit plusieurs fois la même journée, et je pense vraiment pas être le seul à adorer ce film. J'ai parlé des films pour ados tout à l'heure dans mes flops avec Divergente. Par contre, il y a un film pour ados que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Labyrinthe, le début de cette saga littéraire au cinéma. Et moi, Le Labyrinthe, franchement, j'avais kiffé par contre le premier. Le concept est simple, mais il marche très bien. Des monstres, un labyrinthe slash prison, du mystère, des persos stylés comme Mino, Newt. Et ouais, bon film, bon début de trilogie. Interstellar, là ça va faire débat je pense, parce que moi c'est un film que je n'aime
pas trop. Alors ouais, faut se remettre dans le truc. J'étais jeune, on va dire, car objectivement, c'est un super film. C'est un bête de film, des acteurs de fou. Et oui, qu'il soit pas dans mes tops, je comprends que ça puisse faire rager. C'est un super film pour sa réal, pour sa BO, comme je l'ai dit, pour ses acteurs. On se souvient de beaucoup de scènes mémorables. Mais le mois de cette année-là, de cette année 2014, n'avait pas trop kiffé, car peut-être un peu trop complexe pour moi à l'époque. Trop long, ça c'est vrai, ça je pense que c'est quand même une critique que je dirais encore aujourd'hui. Je le trouve vachement long, et je sais que ça reste un bête de film. Mais de par le fait que j'avais pas trop compris à l'époque, et si on peut un peu comparer, même si c'est pas le même délire avec genre Inception, par contre, que j'avais super bien compris quand je l'avais vu. Je suis un peu incohérent, mais voilà, j'avais moins aimé qu'Inception, et ce film-là, voilà, ne peut pas rentrer dans mes tops malheureusement. Alors si on fait un classement du film le plus attendu de cette année pour le mois jeune, ça aurait été forcément ce film, The Amazing Spider-Man 2. J'avais adoré le premier, j'avais grandi avec Spider-Man, mes deux super-héros préférés sont Spider-Man et Batman parce que j'ai grandi avec, j'étais vraiment dans cette génération-là. Mais on le sait aussi, le film le plus attendu n'est pas forcément, parce qu'on a beaucoup d'attentes, n'est pas forcément notre film préféré de chaque année. Et si je parle de mon premier visionnage pour ce film, j'étais ressorti satisfait mais pas comblé. Franchement, voilà, ça n'avais pas répondu à toutes mes attentes, mais c'est normal, j'avais des attentes beaucoup trop élevées. Et après, ce que j'ai du mal avec ce film, c'est quand même on l'avait beaucoup critiqué, tout le monde l'avait beaucoup critiqué à sa sortie, et c'est que bien plus tard qu'il y a eu un regain sur celui-ci, alors qu'en vrai, honnêtement, oui, il y a des gros défauts avec ce film, mais on va aujourd'hui quand même ressortir les qualités, surtout Garfield. J'irai pas à dire tout de suite maintenant que c'est le meilleur Spidey, parce que chacun a apporté sa touche, mais en tout cas, il est super. Moi, à cette époque-là, en tout cas, pour moi, c'était le meilleur, parce que même voilà, dans sa performance en tant que Peter Parker, dans sa gestuelle en tant que Spider-Man, il est excellent. La fin, trop triste. Est-ce que ça, c'est vraiment une qualité? Mais en vrai, oui. La fin est vraiment triste et belle. Ensuite, si on revient rapidement sur des choses que j'avais pas trop aimé, c'était par exemple le bouffon vert, je trouve qu'il est trop vite introduit. Enfin voilà, on se focus sur Electro un moment, et ensuite on introduit le bouffon vert. Et je trouve que ça marche pas trop, même aujourd'hui. Hein. Et le fait voilà, d'introduire ce bouffon vert aussi va affecter le traitement d'Electro. Alors oui, déjà si on parle de la BO de Electro, elle est trop bien. Le moment sur Times Square, c'est trop bien parce qu'il est encore tout seul. Mais le climax à la fin, où il y a les deux méchants qui vont un peu se mélanger, enfin s'enchaîner, ouais, je trouve que ça fait perdre un peu un truc du film. Heureusement qu'il y a la scène de la chute de Gwen qui va nous bouleverser et un peu sauver cette fin, mais honnêtement voilà, la fin est pas ouf. Après c'est dommage parce qu'on aurait vraiment aimé des suites à cet univers qui a commencé à introduire les Sinister Six réellement, mais ça reste quand même le gros bon film de 2014 avant mes tops. On arrive au top, le premier top de l'année pour moi c'est les Gardiens de la Galaxie. Alors la première grosse prise de risque pour moi de Marvel, après donc ouais, qu'ils aient lancé vraiment la machine avec les super-héros emblématiques qu'on connaît, Iron Man, Captain, Thor, voilà, fallait tenter quelque chose, et ce film a clairement réussi son pari. Maintenant, cette équipe des gardiens, elle est vraiment dans notre quotidien. Enfin voilà, c'était des héros inconnus à cette époque. Et ils ont réussi maintenant à en faire des héros iconiques. Et si on parle de l'ambiance du film aussi qui est très différente, voilà, j'ai parlé des personnages qui changeaient des persos qu'on avait déjà. Et l'ambiance du film aussi, voilà, très colorée, des musiques années 80, enfin plus 70 dans ce film-là. Et ce film a lancé par la suite même, je trouve, un genre de film d'action avec les films un peu à la cool, rythmés par des musiques des années 80, 70, 90. Donc voilà, ça vient, je trouve, un peu, ça a commencé réellement avec ce film-là, que ce soit pour les films de super-héros et même les films d'action en général. On peut noter aussi la première réelle apparition de Thanos dans un film Marvel, et ça quand même c'était fort. Film génial et impact sur la suite, donc clairement un top de 2014. Kingsman 1, film qui aurait pu être dans la catégorie juste en dessous, pas forcément dans les tops, mais de par sa surprise, parce que c'est un film, voilà, il y a toujours ce film dans l'année qu'on va voir pour X raisons et qu'on n'avait pas prévu d'aller voir, mais qui nous surprend et souvent qui arrive quand même à une très bonne place. Et cette année-là, c'était ce film-ci. Et je trouve qu'on parle beaucoup de l'impact de John Wick sur les films d'action actuels, mais celui-ci aussi, je trouve qu'il y a vraiment eu quelque chose. Donc oui, c'est sûr qu'il n'y a pas des scènes d'action, c'est des scènes d'action qui bougent beaucoup, c'est pas des scènes d'action fixes. Donc ça, c'est pas quelque chose qui a été repris par la suite dans les films d'action. Mais quand même, il y a un style, je trouve, qui a été repris par la suite dans plusieurs films. C'est marquant, c'est le début d'une bonne saga d'espionnage qui a un bel univers. Donc oui, c'est tiré de comics, c'est pas le réalisateur qui a tout créé, mais voilà, c'est quand même un super univers qui est bien retranscrit. Des scènes qui sont pas cultes, mais qui sont marquantes. Voilà, la scène de l'église, la scène du bar, évidemment. Un Samuel L. Jackson qui régale en méchant, l'humour qui est toujours bien placé par tous les personnages. Et j'espère qu'on aura bientôt la conclusion de cette trilogie. Ouais, parce que oui, il y a eu le préquel entre-temps. Moi, le préquel, j'avais pas du tout aimé. Moi, j'ai envie vraiment de retrouver Exy et de conclure sa trilogie. Et j'ai vraiment hâte, et c'était mon petit top surprise. Captain America 2, le soldat de l'hiver, un autre film Marvel encore, on enchaîne, et qui a été pendant longtemps mon film du MCU
préférés. Pareil, on sent un changement avec les premiers films, un changement plus léger mais qu'on ressent tout de même, avec un film qui se veut un peu plus politique entre guillemets et un film vraiment d'espionnage. Ce film est trop bien, il m'a fait aimer Captain America que je trouvais assez chiant avant et il permet d'introduire plein de personnages qui sont maintenant hyper importants comme le Faucon, hein, on sait ce qu'il va devenir par la suite, le méchant, Bucky, le soldat de l'hiver qui est vraiment trop bien en fait, voilà, c'est le début de la relation, il est dans le premier Captain America mais c'est vraiment la suite de la relation de Bucky et de Steve, excellente dans ce film et par la suite je trouve que ça va vraiment développer un véritable arc dans le MCU. Et puis aussi la mise en avant de Natasha, donc Scarlett encore là, est toujours un plaisir et je trouve que pour moi, c'est vraiment, je me rappelle à cette époque-là, je me disais c'est le summum d'un univers connecté avec ce film alors que maintenant on a eu Endgame depuis. J'avais kiffé en fait de voir Natasha qu'on avait découvert dans Iron Man passer dans Avengers et tu vois après Avengers, bah en fait elle est plus aux côtés d'Iron Man mais elle passe du côté de Captain. Tu vois ce pont, j'avais trouvé ça hyper stylé et c'était déjà un truc de ouf. Maintenant, c'est vraiment classique de voir des acteurs reprendre leur rôle, leur personnage dans plusieurs films, dans un univers connecté. Mais là, c'était quand même un truc de fou à ce moment-là. Et donc, le fait, voilà, de la mettre en avant, Captain super. Les scènes de combat aussi, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, alors à l'époque, c'était un truc de fou. Maintenant, c'est vrai qu'on remarque beaucoup les cuts parce que maintenant, on a beaucoup de scènes de combat qui sont pas en plan séquence, enfin, si, quand même, en sorte de plan séquence ou alors d'une traite. Donc là, oui, on sent les cuts, on voit les cuts, mais ça reste des moments cool. On a un approfondissement des personnages et ce film reste quand même, on va dire, dans mon top 5, top 6 du MCU. Et mon top 1 de cette année, alors oui, en plus j'ai pu parler de Interstellar, hein, donc pour beaucoup ça va être Interstellar, je suppose, mais pour moi ça va être X-Men Days of Future Past. Ce film m'a marqué truc de dingue. Parce que oui, j'ai parlé de Batman, Spider-Man, mais il y avait aussi les X-Men. Et ce film qui est un peu le endgame, je trouve, des X-Men de la Fox, si on peut le dire, c'est le point culminant de leur saga, qui après elle va un peu décliner. Mais la réunion du passé, du présent, même du futur dans ce film, est très très bien faite et je trouve elle conclut bien tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Là où on pensait qu'il y avait un reboot avec le X-Men le commencement, là on arrive à un film qui réunit tout le monde, qui remet Logan au centre de l'intrigue, au devant de la scène, tout en gardant l'importance de Charles, tout en gardant Charles et Magneto également au premier plan. Souvent dans les X-Men, pas de méchants bêtes et simples, même si je vais revenir juste après un peu en contredisant ça, mais on a toujours cette idéologie, ce racisme un peu envers les mutants et c'est toujours ça en gros le méchant principal, vraiment la thématique dans les X-Men et qui est là représenté donc par Trask et les Sentinelles. Trask, c'est un plaisir de retrouver notre Tyrion au ciné et les Sentinelles qui sont hyper puissantes. Donc voilà, on a ce voyage dans le temps pour pouvoir faire des choses, changer des choses dans le passé pour sauver le futur. J'aime beaucoup donc les scènes d'action dans le futur, c'est très très stylé. Comme je l'ai dit juste avant, il y a quand même cette petite facilité à la fin de faire devenir Magneto le méchant. Enfin, voilà, alors qu'il est un peu, il commence un peu à être, et ça c'est un problème qui sera souvent récurrent même dans les suites avec les X-Men. C'est Magneto, voilà, on sent qu'il peut un peu être avec les gentils, et à la fin il redevient méchant. c'est lui au final le combat final entre guillemets. Mais je trouve que c'est quand même sauvé par le fait de mettre Mystique en avant. Et Mystique, bon c'est sûr, on a une grande actrice ici pour la jouer, donc c'était évident qu'elle allait être un peu plus mise en avant que dans les premiers volets. Et là voilà, la mettre en avant, la mettre en sauveuse, un peu des mutants, j'allais dire de l'humanité, mais enfin oui, de l'humanité et des mutants. Et tant qu'on est sur la fin, c'est vrai que j'avais oublié cette scène, mais la scène où Logan revient et qu'on retrouve Jean, Cyclope, mais les premiers, ça en vrai c'était très très stylé et ça avait, moi je me rappelle, ça m'avait teasé. Donc après oui, on connaît la suite, qui sont restés dans le passé entre guillemets, avec James McAvoy, Michael Fassbender. Mais sur cette fin de film, on voit que Logan retrouve ses camarades qui ne sont pas morts. C'est dommage de ne pas avoir creusé de ce côté-là. Et à la limite de faire carrément ce système, ce lien, enfin cette thématique de voyage dans le temps, un truc récurrent dans les X-Men, c'est un peu dommage de ne pas avoir creusé ici. Mais bon, c'est pas grave. Le fait que Logan, voilà, soit le personnage principal vraiment de ce film, et en soi c'est logique, comme je l'ai dit, c'est un peu le endgame, le summum de cette saga. Donc, et Logan, c'est son personnage principal dans les premiers, et donc là de le retrouver et de le mettre en avant parce que voilà, c'est le seul grâce à sa mutation à pouvoir survivre au voyage dans le temps, et aussi surtout parce qu'il était vivant à l'époque, donc il a pu retourner dans son corps de l'époque. Et c'est très beau, je trouve, le parallèle, voilà, justement, ils le font dès la bande-annonce, le fait que Charles Xavier est celui qui a aidé Logan au tout début, qui a aidé Wolverine, et là cette fois c'est à son tour d'aller le chercher dans le passé et de l'aider parce qu'il a parce qu'il est dans une période de sa vie où il est totalement perdu. Je trouve la relation, en vrai, des trois, même du vieux Charles Xavier, du jeune et de Logan, très cool, très belle, elle est bien écrite du début à la fin, et même on suivra aussi la fin de Logan, on retrouvera aussi Charles, donc vraiment les deux sont liés du début à la fin, et Wolverine est là pour
aider pour l'aider à un moment de sa vie où ça n'allait pas. Et comment parler de ce film sans évoquer la scène de Quicksilver, avec une superbe mise en scène, toujours le côté, je l'ai dit, musique, vieille musique, voilà, qui rend la scène sympa, et cette représentation de la vitesse, qui maintenant, c'est très dur je trouve à représenter actuellement la vitesse, on critique beaucoup comment elle est représentée, mais là voilà, c'était la première fois qu'on la voyait vraiment comme ça faisait un moment, donc voilà, c'était très très cool, très stylé, je sais que je l'ai beaucoup dit pendant cette vidéo. On va conclure en disant que c'est un très beau top 1, pour moi, oui, c'est sûr que vous pourrez donner, préférer plein d'autres films qui sont moins blockbusters, mais pour un jeune de cette époque, c'est sûr que ce film le mérite, et je trouve même que pour ce qu'il a apporté, ce qu'il a donné, cet hommage en fait à la saga X-Men, il mérite d'être ici. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, en tout cas il y avait beaucoup de films à voir, il y en aura un peu moins pour l'année 2015, et on verra ça très très vite. J'ai plus qu'à vous dire de vous abonner, de liker si vous le souhaitez, et puis à la prochaine.